Oui, bon, oui, ça marche. J'ai une question pour Madame Bajou. La commande de la coupole à la rivière, vous avez donné la date, et est-ce que vous pouvez me la repréciser? Parce que demain, je dois présenter les vitraux. Moi, j'ai trouvé une lettre de Brognard, et la commande qui lui a été faite n'est pas une commande pour le sujet de la Pentecôte, c'est une commande pour le paradis. Les deux premiers documents, entre le 13 juillet et le 26 juillet 1945, on lui commande le thème du paradis. Et quand il rend la première esquisse au 15 août, c'est devenu la Pentecôte. Et j'aimerais bien savoir quand le roi a changé d'avis, et est-ce qu'on a une idée du changement d'avis de Louis-Philippe. Alors, ce que je peux vous donner, c'est mes codes d'archives, mais je n'ai pas noté la date. Désolée. Sur la rivière, je crois qu'il faut dire que la postérité a quand même été exagérément sévère. Et dès le départ, parce que c'était le seul élève que Giraudet ait conduit au prix de Rome, et on l'a considéré d'un goût aussi étrange que son maître, d'ailleurs. Il n'a pratiquement pas eu de commande. À son retour de Rome, il n'a rien. Il n'a rien. Et finalement, c'est Louis-Philippe qui lui sauve la vie avec ses commandes à Dreux. Et je pense que... Et en fait, on voit... Non, il y a déjà les croisades. Oui. Il y a les deux tableaux des batailles. C'est Louis-Philippe, oui. C'est Louis-Philippe qui le soutient, et personne d'autre ne le soutiendra. Et après Louis-Philippe, on dit du mal, même, comme vous l'avez dit. Et en fait, c'est un peintre qui... D'ailleurs, vous avez vu dans quel état sont les œuvres, qui sont maintenant exilées à Liévin. Bon, c'est quand même très, très dommage. Il mériterait une exposition, à mon avis. Qui demande... Et alors, je passe à Sophie Diderot. Vous avez annoncé une triade... Plantard, Liénard et Knert. Et qu'a fait Knert vous n'en avez pas parlé. En fait, l'atelier est collectif, c'est-à-dire c'est Liénard et Knecht qui sont dans le même atelier. C'est assez difficile de savoir qui fait quoi entre les deux, même si dans les dessins, à force, on voit un petit peu plus le style de Knecht ou celui de Liénard, mais de toute façon, dans les mémoires, c'est les deux. C'est assez difficile de distinguer. Certains, pas tous. Par exemple, je m'interroge sur le Christ qui est juste au-dessus de l'autel, le tombeau. Les mains sont très Liénard, la figure moins. Donc, je pense que Liénard a une très grande réputation de dessinateur. Il est réputé comme étant un très très bon dessinateur d'ornements. On dit même qu'il est ambidextre. Enfin, c'est une certaine géographie de ce côté-là. Côté Knecht, la réputation est beaucoup plus sur l'atelier, la gestion des sculptures, etc., etc. Donc, je pense que les deux se complètent. Dans les mémoires, on a des journées de sculpteurs et des journées de sculpteurs-artistes. Donc, on a aussi potentiellement une autre personne qui s'appelle Joseph Verbunt, qui travaillera en Suisse par la suite. Il y a une sorte de vraie triade, là, pour le coup, dans l'atelier. C'est assez difficile parce qu'on n'a pas de témoignage direct sur le fonctionnement de l'atelier de Liénard. C'est assez difficile de savoir qui fait quoi, en fait. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais une précision. Est-ce qu'entre 1848 et 1870, le domaine royal, la chapelle, les terrains environnants, etc., ont bien été gérés par l'administration des domaines, car Napoléon III, d'abord le prince-président, ensuite l'empereur, avait très clairement dépossédé la famille d'Orléans de tous ses biens sur le territoire de la France. Ou bien est-ce qu'il y a eu un régime d'exception, ce qui m'étonnerait beaucoup, qui ferait que la famille d'Orléans a gardé la main sur le domaine royal pendant cette période 1848-1870 ? Alors, vous pouvez répondre. Allez-y. Moi, le seul témoignage que j'ai, c'est dans les archives. Dans les archives, c'est toujours d'Autremont qui a les correspondances pendant toute cette période-là. Et il y a des commandes, notamment à Knecht, après la mort de Liénard, et même avant, sur les tombeaux, puisque c'est eux qui font toute la partie ornement des tombeaux, pas les gisants, mais toute la partie ornement, même après la fin officielle des travaux. Et c'est toujours les mêmes interlocuteurs.
Oui, la chapelle a un statut particulier, donc c'est toujours géré par la famille, pas par les domaines nationaux, par Napoléon III. Parce que les ventes de mobilier et de matériaux de construction, etc., dont vous nous avez parlé tout à l'heure en 1855, ça a clairement été fait par l'administration des domaines. C'était pas la famille d'Orléans, je ne pense pas. Au départ, c'était dans le cadre de la liquidation de la liste civile du roi. Ensuite, c'est l'administration royale qui demande, depuis Paris, à ce qu'on vende le mobilier sur place. Là, l'État ne demande rien du tout. Et je vous en prie. Qui demande encore la parole? C'est très difficile de voir de l'endroit où nous sommes. Bon. Eh bien, nous allons passer à la dernière partie de la journée, c'est-à-dire la tentative de conclusion. Le colloque n'est pas fini, nous n'en sommes qu'à la première journée, donc ce ne sont que des conclusions provisoires et de toute façon des conclusions provisoires improvisées. Je commencerai par des remerciements, d'abord des remerciements au public d'être resté aussi nombreux, tout particulièrement à Monseigneur qui nous fait l'honneur de rester jusqu'à la fin de la journée, quelle que soit l'érudition de nos propos. Je remercie bien entendu les organisateurs, comme nous l'avons fait ce matin, mais il faut toujours le dire et le redire, on oublie toujours de remercier. Et je voudrais vous proposer quelques pistes de réflexion, si vous voulez bien. Tout à l'heure, on nous a montré une représentation du mausolée construit par la duchesse d'Orléans sur fond de ruines. Et on nous a donné aussi un commentaire de Victor Hugo, je ne sais plus qui a fait cela, et c'est voilà, à Nems. Et j'ai pensé immédiatement à ce qui s'est passé en 1832 à Pierrefonds, le banquet de mariage de Léopold Ier et de la princesse Louise, qui s'est déroulé à la demande de Louis-Philippe dans les ruines de Pierrefonds. Je crois qu'il y a quelque chose de commun déjà, et d'annonciateur dans ce lavis que vous nous avez montré. C'est déjà... Victor Hugo ne s'est pas trompé dans le fond, parce que le banquet, c'est très hugolien à sa façon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Je ne répéterai pas tout ce que nous avons entendu sur le Moyen-Âge, sur la citadelle, sur la collégiale, et pour ce qui concerne le XIXe siècle, les choix politiques qui ont présidé à ces installations, les décisions d'ordre funéraire qui ont été prises, les parties artistiques qui ont été retenues. Bien sûr, il reste encore, et heureusement, pas mal de zones d'ombre. J'en série quelques-unes. Qui est Cramail? Pourquoi Cramail intervient-il? Quelle est la personnalité réelle de la duchesse d'Orléans? Elle mériterait une étude complète. Quel est le rôle, on va le voir se définir petit à petit encore demain, de Louis-Philippe, son rôle exact, j'y reviendrai tout à l'heure. Quelques artistes aussi ont encore évidemment besoin d'être mieux connus. Nous avons appris énormément de choses, il reste encore beaucoup à faire. Maintenant, si on essaie de se situer au niveau du jugement de valeur, essayez de vous mettre en tête l'émouvante crypte des Capucins, la majestueuse abbaye de Westminster, l'extraordinaire forteresse de Pierre et Paul et du Kremlin, bref, toutes les nécropoles royales. Et essayons de nous dire dans quel ordre placer la nécropole de Dreux. Je pense aussi à tout ce qui est aux nécropoles espagnoles, italiennes, et je pense aussi aux Invalides, puisque c'est tout de même la nécropole de Napoléon. Eh bien, moi, je dirais, peut-être est-ce excessif, d'un égo excessif, mais je dirais que la nécropole de Dreux compte évidemment parmi les plus belles, et que sa seule rivale, ce sont les Invalides, avec la tombe de Napoléon, comme par hasard, réalisée exactement au même moment. Et
pour moi, le caractère extraordinaire de ces deux lieux, j'y reviendrai, il faudrait qu'on en parle davantage parce que j'ai l'impression que le colloque n'en parlera pas, c'est la spatialité, l'organisation spatiale à la fois de la tombe de Napoléon et de cette nécropole de Dreux. Alors, donc, je la mettrai à la première place. Bon, c'est peut-être excessif, mais je trouve ce lieu extraordinaire. Ensuite, j'ajouterai que ceci est dû au fait que l'on y voit très très clairement la main de Louis-Philippe, les axes politiques qui ont été les siens. D'abord, son projet de rétablir, c'est très moderne aujourd'hui, le principe de transmission. Dans une France écartelée, il veut refonder le pays. Il veut organiser la nation et l'État, la réconcilier par l'histoire, les arts, les armes, les lettres. Il est passionné par les arts et par l'architecture. Il est omniprésent à Versailles et probablement il doit consacrer beaucoup de temps à Dreux aussi. Valérie Pajou l'a fait pour ce qui concerne Versailles. Non seulement il est présent, mais il décide seul, c'est-à-dire au-delà des structures administratives qui devraient s'imposer à Versailles. Pour ce qui concerne Dreux, c'est différent. On y trouve aussi, finalement, l'essentiel de ses goûts dans le domaine des arts plastiques, dans le domaine de l'architecture, l'essentiel de son projet économique, l'architecture, c'est-à-dire le bâtiment, est pour Louis-Philippe l'un des fondements essentiels du redressement économique du pays. Il va multiplier les lois de programme pour terminer les grands chantiers de l'Empire et que dans l'époque de récession budgétaire de la Restauration, on n'a pas pu poursuivre. Et enfin, Valérie Pajou l'a dit, le maître mot de la politique de Louis-Philippe, dans le contexte de l'époque, c'est le mot éclectisme. Il s'agit non seulement de l'éclectisme philosophique, mais d'un éclectisme politique, de l'éclectisme comme méthode administrative. C'est l'âge d'or des commissions. Et le système des commissions, c'est l'organisation même de l'éclectisme. On met des personnalités de différents points de vue qui soutiennent différents choix et du débat général collégial que va découler la vie politique. Toutes choses qui ont été abandonnées très clairement sous la Ve République, par exemple, pour des objectifs d'efficacité dans le domaine de la décision. Et son éclectisme, il est aussi artistique. Je pensais un exemple. Nous en sommes même pas étonnés. Cramail et Lefranc, avec leur néo-gothique. Mais c'est d'un néo-gothique qui est aux antipodes que le même Louis-Philippe soutient exactement à la même date sur les grands chantiers de restauration. À Notre-Dame, par exemple. Le vrai néo-gothique de l'époque, c'est Viollet-le-Duc. C'est un gothique archéologique. Et bien pourtant, là, au berceau, même dans la nécropole familiale, il vient soutenir un autre projet néo-gothique, troubadour, plus original et plus capricieux. C'est vraiment pour moi une des caractéristiques de son éclectisme artistique. Il va choisir Liénard. Bon, Liénard est une entreprise à l'époque considérable, bien évidemment, mais qui, dans le domaine du néo-gothique, tourne le dos complètement à l'organisation du chantier, tel que les néo-gothiques archéologiques qui caractérisent véritablement l'époque de Juillet vont le faire.
On est vraiment dans autre chose. Les choix de Louis-Philippe en matière artistique, ce sont des choix éclectiques. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne sache pas ce qu'il veut, mais il considère qu'il y a de la place pour tout le monde. Et cet extraordinaire rassemblement d'œuvres que nous avons ici en donne la preuve. Je voudrais maintenant donner un dernier mot sur la question de la spécialité, justement, c'est que nous sommes en présence d'un édifice qui est à la fois néoclassique et néogotique par son décor, mais qui, plus que néoclassique, se constitue à l'intérieur comme une véritable sculpture, avec une volumétrie extraordinaire. Non seulement la succession des cryptes en elles-mêmes, que l'on devine et que l'on sent, mais l'organisation annulaire de la composition, qui s'est faite comme une œuvre organique, un peu à la manière anglaise. Et cette organisation annulaire suggère une spatialité tout à fait particulière, et cette spatialité s'exprime par la pénombre, par la couleur, par la lumière de temps en temps, puisqu'on est dans un espace achromatique blanc, mais en même temps très polychrome. Et pour toutes ces raisons, l'œuvre que nous verrons demain, dont nous parlerons encore demain, est une œuvre tout à fait exceptionnelle. Je pense que c'est la principale leçon que nous devons retenir de la journée d'aujourd'hui. Merci.